Voilà, bonjour à tous, bonjour Jean-Pierre, bonjour à tes téléspectateurs. J'espère que tu te portes bien, j'espère que toutes les personnes qui suivent non à la balkanisation de notre pays se portent également bien. Donc voilà, comme j'ai eu à t'expliquer d'entrée de jeu, lorsque nous avons eu à échanger en privé, je vais essayer un peu de passer outre ma présentation et les autres formalités d'ordre, en fait, les autres civilités d'usage. Euh, Parce que vu la nature du travail que je fais, je suis normalement censé être apolitique. Ben donc, pour l'instant, j'espère vraiment que tes téléspectateurs m'excuseront vraiment de n'ai vraiment pas divulgué pour l'instant mon identité. Alors, donc voilà. Alors, mais si je dois donner rapidement une présentation plus ou moins sommaire de ce que je suis et de ce que je fais dans la vie, bon, pas de ce que je fais dans la vie, de ce que je suis tout simplement, c'est que je dirais pas que je suis expert, mais je comprends, je maîtrise parfaitement bien des enjeux d'ordre politique et diplomatique au niveau de la sous-région, en fait au niveau régional ainsi qu'au niveau continental. Pourquoi pas aussi au niveau global ou mondial, s'il faut le dire ainsi. Je maîtrise aussi beaucoup de questions d'ordre diplomatique. Et ben, donc c'est à ce titre que j'ai demandé à être entendu, que j'ai demandé à être rediffusé sur ta chaîne YouTube pour essayer un peu d'expliquer euh, aux Congolais qui te suivent, aux Congolais qui sont intéressés à la situation politique, à l'évolution de la situation politique de leur pays, ce qui se passe réellement et en fait ce qui se passe réellement sur le sujet qui fait débat et qui fait écho en ce jour. Bien entendu, quelles sont les retombées diplomatiques de la tournée diplomatique, s'il faut dire ainsi, de la tournée diplomatique de notre président. Donc, voilà. Alors, je tiens déjà à signaler aussi que je suis vraiment pas partisan d'un camp politique, d'un camp politique X ou Y. Je suis vraiment pas partisan. Je suis vraiment pas dans ces choses-là. Je suis en dehors du pays. Je suis vraiment pas actif dans la politique. Donc, le point de vue ou l'approche que je vais donner, c'est une approche qui est propre à moi, vu ma lecture diplomatique et mon expérience dans ce domaine, dans ce rouage, dans ce sillage diplomatique. Donc, c'est une approche plus ou moins, j'espère vraiment qu'elle sera objective. J'espère aussi qu'elle sera non partisane, mais de toute façon, ça sera toujours difficile. Ça sera toujours difficile, voire même impossible, de ne pas la traiter de partisane, parce qu'à la fin, elle va tomber soit dans un camp A, soit dans un camp B. Mais qu'on le prenne comme on veut, c'est une approche factuelle. Voilà, c'est une approche factuelle. Et ben donc, que chacun suive cette approche et que chacun comprenne, l'interprète selon qu'il veut, mais c'est une approche qui se veut vraiment factuelle. Alors, sans plus tarder, nous avons appris déjà, en fait, le président de la République, lors de sa dernière tournée diplomatique, on va dire diplomatique en tout cas, il a eu à visiter trois pays du monde. Il a commencé par Israël, ensuite il était à Rome, en Italie, pour finir au Royaume-Uni, à Glasgow. Donc voilà, alors je vais commencer rapidement par la visite en Israël, bon, le voyage en Israël. Alors à ce niveau-là déjà, il y a un gros souci. Un gros souci, nous allons l'expliquer dans ce sens parce que vous voyez, quand un président de la République se déplace de son pays, on appelle ça visite diplomatique. Alors dans ce cadre-là, dans le cadre d'une visite diplomatique, il y a ce qu'on appelle une visite de travail et aussi une visite d'État. Alors, déjà, lorsque j'ai entendu dire que le président se déplaçait de Kinshasa à Jérusalem, pardon, en Israël, alors je me demandais dans quel cadre est-ce que cette visite s'inscrivait. C'était la première question que je me demandais, que je me posais personnellement. Alors j'ai essayé un peu de faire beaucoup de recherches, beaucoup d'investigations en fouillant par-ci par-là dans des documents auxquels nous avons accès, et pourquoi pas aussi à certains médias
à ce qui circule aussi sur la place publique. J'ai essayé de me faire au moins une idée. Je voulais vraiment faire du mieux que je pouvais pour circonscrire le cadre de la visite de notre président en Israël. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Euh, j'ai euh, j'ai pu comprendre qu'à la fin, il s'agissait peut-être d'une visite d'État, parce qu'il a été reçu par le Premier ministre d'Israël à la fin, donc voilà, et que certaines questions d'ordre diplomatique ont été abordées tout au long de cette visite. Et maintenant, pas seulement ça, ils ont aussi évoqué la question d'ouvrir des missions diplomatiques dans les deux pays respectifs. Donc voilà, plus ou moins, je voulu vraiment comprendre, je dis bien que moi j'ai voulu comprendre que c'était dans ce cadre-là que la visite du président s'inscrivait. Mais à ma grande surprise, lorsque je suis tombé sur l'émission d'un de vos confrères, Jean-Pierre, qui est aussi avec vous à Kinshasa, dont je tais les noms, il a invité un certain monsieur qui se dit expert en communication au cabinet du président de la République. Alors, sa version de fait, son explication sur la raison de la visite du président en Israël m'a laissé, je vais dire, bouche bée, s'il faut le dire ainsi, parce que ce monsieur, il dit clairement qu'ils sont allés en Israël apprécier les infrastructures. Ils ont été épatés par la façon de faire de l'agriculture des Israélites, des Israéliens, s'il faut le dire ainsi, et aussi le système de transport en Israël et tant d'autres choses. Alors pour lui, il est passé donc sur les médias pour expliquer que la visite du président s'inscrivait aussi dans ce cadre-là, c'est-à-dire un cadre où le président s'est déplacé pour aller je veux dire, visiter Israël et s'inspirer du modèle d'Israël. Alors déjà à ce niveau-là, il y a un gros souci parce que ça devient une visite technique et en fait, moi que je ne me trompe, le président de la République n'a pas la technicité d'apprécier, vous voyez ce que je veux dire, n'a pas la technicité d'apprécier telle ou telle autre infrastructure, que ce soit dans le domaine agricole, que ce soit dans le domaine de transport, pour pouvoir se faire une idée et décider que nous aussi en République démocratique du Congo, nous devrions copier tel ou tel autre paradigme. Donc ça s'inscrit déjà dans le cadre d'une visite technique. Et dans ce sens-là, c'est normalement, on devrait normalement dépêcher une équipe des experts, comme on les appelle, des agents experts dans la matière, des experts techniques, qui devraient normalement faire une descente en Israël pour aller visiter ces soi-disant infrastructures. Et comme monsieur l'expert en communication au cabinet du président a dit ils étaient beaucoup plus attirés aux infrastructures de transport et aussi agricoles, on aurait dû prendre des experts techniques du ministère de l'Agriculture et du ministère du Transport. Alors ce sont eux qui ont, entre autres, les données exactes de la situation en République démocratique du Congo. Je ne sais pas, peut-être juste pour la ville de Kinshasa ou pour toutes les provinces. Et ce sont ces personnes-là, normalement, euh, qui vont qui connaissent le modèle du transport ou de l'agriculture du Congo, qui devraient normalement débarquer en Israël pour étudier la faisabilité technique de toutes ces infrastructures, afin de voir s'il y a si possibilité de copier tel ou tel autre paradigme et de l'appliquer à la République démocratique du Congo. Il y a. Euh, mais dire que c'est tout un président, c'est le président qui s'est chargé de cette mission, et monsieur l'expert en communication a soutenu donc cette approche. C'est quand même curieux. C'est quand même curieux, il faut l'admettre, c'est quand même curieux. Donc, alors ce qui s'est passé, c'est que, euh, c'est que sous cet angle-là, ça ne tient vraiment pas la route. C'est qui nous amène à croire qu'il y a eu aussi un tout petit peu de tourisme dans la chose. Mais puisque nous sommes en train de parler d'Israël, essayons tout de même d'expliquer quelles sont les retombées diplomatiques de cette mission qui se veut diplomatique, mais qui a tourné aussi en une mission de visite.
une mission de visite pour aller voir tel ou tel autre lieu de recueillement et aussi visiter tel ou tel autre site et aussi apprécier les infrastructures de transport et d'agriculture d'Israël. Donc, quelles sont les retombées? Alors, à la fin, les retombées qui ont filtré de manière officielle, c'est qu'ils ont dit que le président, en fait, la RDC va bénéficier des motos et des ambulances de la part de la Croix-Rouge des Juifs, la Croix-Rouge des Israéliens. Alors ça, c'est quelque chose de beaucoup plus palpable que peut-être dans les jours à venir, la population va voir de manière concrète à Kinshasa. Euh, J'espère vraiment, parce que Kinshasa, pourquoi pas aussi toutes les autres provinces, parce que la République démocratique du Congo ne se limite pas qu'à Kinshasa, mais du moins, quel que soit l'endroit ou la province ou la ville du pays où ces, ces- 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 ces choses vont être livrées, c'est quelque chose que nous allons plus ou moins voir sur le terrain. Alors, de là, euh, j'essaie aussi de comprendre dans quel cadre est-ce que ces ambulances et ces motos seront livrées au Congo. Alors, j'ai cru comprendre que ces ambulances et ces motos seront livrées au Congo. C'est un peu dans un cadre de don. Donc, vous allez comprendre qu'une visite diplomatique se solde par un gain en nature de don. En nature de don, ça aussi c'est quand même curieux. Ça aussi c'est quand même curieux. Donc, à part ça, nous avons aussi vu que le président, il lui a été décerné le titre honorifique de docteur honoris causa de l'université de Natania en Israël. J'ai jamais été là personnellement. On a su toutes ces choses que sur les réseaux, bon, pas sur les médias, dans les médias. Donc ça, c'est quelque chose vraiment à titre personnel. C'est quelque chose vraiment à titre personnel, qu'on le veuille ou pas. C'est pas quelque chose vraiment qui bénéficie la République démocratique du Congo dans son ensemble. Voilà. Donc peut-être que à la fin, c'était aussi un mixage, un mélange de visites personnelles, visites d'État et aussi visites touristiques, s'il faut dire ainsi. Donc, et puis de là, il y a aussi d'autres informations qui ont filtré, selon lesquelles on a renforcé une coopération militaire avec Israël et que dans les jours à venir, Israël va nous livrer des armes, va nous livrer des armes. Mais dans ce sens-là, j'aimerais déjà signaler que au moins cela, c'est quelque chose sur lequel, c'est une chose sur laquelle je suis vraiment très formel, que c'est de l'intox. C'est de l'intox pur et simple, même si on a vu le président visiter une industrie, une entreprise ou industrie qui fabrique des armes. C'est plus ou moins de l'intox de croire vraiment que Israël va livrer dans les jours à venir des armes à la République démocratique du Congo. Alors sur ce point-là, je suis vraiment formel, vu mes connaissances diplomatiques en la matière. C'est quelque chose qui ne se fait juste pas. Parce que, pourquoi? Parce que la livraison, le marché des armes, la livraison des armes d'un État à un autre, c'est quelque chose qui est très bien régulé par le protocole au niveau des Nations Unies. Et ben donc, comment ça se fait lorsque un pays veut passer un accord militaire de livraison d'armes à un autre pays de manière officielle? C'est quelque chose normalement qui doit être premièrement inscrit dans l'agenda ou dans l'ordre du jour à discuter au niveau du Conseil de sécurité des pays membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et à part cela, avant de livrer les armes, il faut premièrement que le pays qui livre les armes ou le pays qui vend les armes, je ne sais même pas si Israël va donner des armes en tant que don à la République démocratique du Congo, ce que je doute encore fort, vendre ou don, le pays qui va livrer ces armes-là doit d'abord, premièrement, au préalable, former former des officiers militaires du pays qui va, du pays récepteur, dans le cas d'espèce, la République démocratique du Congo. Ils doivent premièrement former des officiers militaires à manier ces armes-là. Donc, ça doit premièrement être accompagné au préalable d'une formation. Et après cette formation, il faut un manifeste de ces armes-là. C'est-à-dire, c'est une liste complète. Une liste complète qui détaille le nombre d'armes livrées, numéro de série. À part numéro de série, il y a aussi
Date d'expiration, parce que les armes ont des dates d'expiration et des dates de destruction. Les armes, on les détruit aussi. Ouais, après un certain temps, on détruit les arbres. Donc voilà. Donc il faut que toutes ces choses-là soient bien inscrites dans ce manifeste et ce manifeste sera soumis euh, dans l'ordre du jour, sera débattu au Conseil de sécurité des Nations Unies et ce n'est qu'à l'issue de cette assise ou de cette réunion de ce pays qui sont membres du Conseil de sécurité euh, qu'on aura décidé de la livraison ou pas de ces armes-là. Et non pas seulement ça, il faut aussi ajouter, non pas seulement ça, il faut ajouter que si et seulement si aucun pays permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies n'émet son veto. Donc voilà un peu ce qu'il y a à dire par rapport à ça. Donc c'est tout un processus très complexe, long, qui ne se négocie pas sur les réseaux sociaux, qui ne passe pas vraiment, qui ne passe forcément pas sur les médias et qui se discute entre les experts militaires seniors de deux pays respectifs. Donc on peut déjà oublier, au moins on peut retenir que s'il y aura un retombé diplomatique lors du voyage de notre président en Israël, c'est notamment cette histoire des motos et des ambulances. Et bah, donc, voilà, retenons que ce sont des motos et des ambulances qui passeront sous forme de dons. Sous forme de dons. Voilà. Donc voilà, ça c'était en ce qui concerne Israël. Et maintenant, voilà, après Israël, le président s'est rendu à Rome. Alors il y a aussi eu beaucoup d'encre qui a coulé par rapport à cette visite à Rome, notamment la photo du président Biden et du président Tshisekedi qui a circulé sur les réseaux sociaux, les deux en train d'avoir une conversation beaucoup plus solennelle et amicale. Alors ça fait beaucoup de buzz, s'il faut le dire ainsi, beaucoup de bruit. Ils ont même dit qu'ils étaient potes et tout ce qui va dans ce sens-là. Euh, bon, voilà, peu importe. Moi, je crois que c'est un débat de bas niveau de discuter sur le sourire de Biden et de Tshisekedi sur la photo. Il faut beaucoup plus entrer dans la profondeur du contenu de cette visite ou de ce voyage et de cette rencontre du président pour comprendre quels sont les enjeux diplomatiques, les enjeux géopolitiques derrière cette visite. Et à part cela, bien entendu, à la fin, qu'est-ce que la République démocratique du Congo gagne? Alors, premièrement, c'est qu'il se passe que quand le président arrive à Rome, à la réunion du G20, il y arrive pas en tant que président de la République démocratique du Congo, mais en tant que président de l'Union africaine. À ce niveau, en fait, à ce niveau, surtout pour ce sommet, le sommet du G20, c'est important de dissocier le deux. Alors, pour la petite historique, les G20, ce sont les grandes puissances du monde. C'est un sommet des grandes puissances du monde. Alors, au départ, dans ce sommet-là, aucun pays africain y était représenté. Mais ce n'est qu'un peu plus tard, lorsqu'au Parlement européen, il y a eu de propositions dans ce sens-là, et non pas seulement au Parlement européen, il y avait aussi beaucoup de lobby et de pression au niveau de l'Union africaine pour dire vous êtes en train de discuter des affaires du monde sans nous associer. Alors, ils ont changé donc la donne et ils ont décidé de réserver un siège, en temps normal trois sièges pour le représentant de l'Union africaine. Alors pourquoi trois sièges? Tout simplement parce qu'il existe un système qu'on appelle le système de la Troïka. Le système de la Troïka, euh, c'est le système même de siéger au niveau de l'Union africaine. L'Union africaine regorge tous les 54 ou 55 États africains, mais il y a la présidence de l'Union africaine qu'on peut dire présidence en exercice. Et cette présidence est exercée par notre président, Félix Tshisekedi Tshilombo. Et à part ça, il y a aussi le président entrant, c'est-à-dire qui, qui exerce en tant que vice-président en ce moment, qui exerce en tant que vice-président en ce moment au niveau de l'Union africaine, qui est entre autres le président Macky Sall du Sénégal, parce que c'est le Sénégal qui va prendre la tête de l'Union africaine l'année prochaine.
après M. Tshisekedi. Et ensuite, il y a aussi le président sortant. C'est la raison pour laquelle Paul Kagame faisait aussi partie de cette rencontre. Donc il y a le président sortant, le président en exercice et le président entrant. Mais comment il faut aussi expliquer, c'est-à-dire c'est très probable que l'année prochaine, au sommet du G20, que Félix Tshisekedi y soit, mais cette fois-ci, ça ne sera plus en tant que président en exercice de l'Union africaine, mais en tant que président sortant de l'Union africaine. Donc, c'est ce qui s'est passé. Et ben donc, qu'est-ce qui se passe lors des sommets de ce genre? Ce qui se passe, c'est qu'il y a un temps de ce qu'on appelle le réseautage ou le networking. Après avoir siégé dans des réunions, etc., etc., il y a ce qu'on appelle les réseautages. Le networking où tel et tel autre président décide de parler en aparté. Tel ou tel autre président, deux ou trois présidents, voire même quatre, peuvent se retirer dans un salon d'honneur quelque part pour discuter des, des questions qui sont relatives aux réalités de leur pays, donc des réalités communes à leur pays. Ça peut être un dossier, par exemple, de transport transfrontalier, d'une coopération militaire conjointe. Il y a des sujets comme ça d'ordre, comme on dit, des cross-border, des transfrontaliers, que tel ou tel autre pays, des questions d'ordre bilatéral, s'il faut aussi l'appeler ainsi, qu'ils peuvent aborder entre eux. C'est ça, le networking. Et c'est dans ce cadre-là que le président de la République il a obtenu un échange, un entretien avec Joe Biden de 30 minutes, hein, si je ne me trompe pas, à en croire ce qui a filtré sur les médias, 30 minutes. Mais comme j'ai dit et j'insiste, c'était en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine que le président Tshisekedi s'est rendu à Rome. Et ben, donc les questions qui ont été abordées, c'est pas forcément des questions qui touchent directement à la République démocratique du Congo, mais ce sont des questions ayant trait au continent africain en général. C'est pour ça qu'il y a eu 4 points officiels qui ont été annoncés sur la toile. Entre autres, premièrement, le conflit éthiopien-égyptien, en fait sur le barrage de la Renaissance. Deuxièmement, la situation d'insécurité au Soudan, hein, la situation d'insécurité au Soudan avec le coup d'État qu'il y a eu. Et à part ça, il y a aussi eu la discussion sur le troisième point, c'était bien entendu sur euh, la gestion de la forêt du bassin du Congo. Bon, au moins là, on entend rapidement le Congo, mais, mais le Congo, le bassin du Congo, il faut aussi que j'en comprenne. Si j'avais peut-être ma carte géographique ici, je l'aurais très bien démontré. Le bassin du Congo n'englobe pas uniquement la République démocratique du Congo. C'est un grand massif forestier qui s'étend sur, je crois, 4 pays de la région de l'Afrique centrale. Hein, c'est-à-dire c'est une grande forêt qui s'étend premièrement en République démocratique du Congo, aussi une partie en République centrafricaine, une autre au Cameroun, une autre au Gabon et une autre en République du Congo, Congo-Brazza. Donc vous comprenez que c'est toujours des questions d'ordre continental qui ont été évoquées tout au long de ces assises avec M. Biden. Mais à la fin, il y a aussi eu une information qui a filtré et que nous avons vraiment vérifié, c'est euh, le message de félicitations que Biden a porté à son homologue, M. Tshisekedi, sur la gestion et de la transparence en termes de lutte contre la corruption au pays, à travers notamment l'IGF. Euh, oui, bien entendu, c'est quelque chose, ça on l'admet. Et ben voilà, il y a eu donc ce mot d'encouragement de la part du président américain, ce qui est plus ou moins quelque chose de positif. Et aussi, voilà, il y a aussi une autre information qui a filtré, entre autres sur comment on appelle ça, le renforcement du dispositif sécuritaire en République démocratique du Congo par les États-Unis. Euh, on ne peut vraiment, je ne sais pas, c'est un axe aussi peut-être quelque chose à ajouter sur l'actif de la République démocratique du Congo en termes de cette tournée diplomatique, mais en réalité, les États-Unis ont toujours été présents au Congo. Ils ont toujours soutenu
Ils ont toujours soutenu et accompagné la République démocratique du Congo en ce qui concerne la coopération militaire et sécuritaire depuis 2002, je crois, lors de la création de la MONUSCO, hein, la mission des Nations Unies au Congo. Tout le grand budget, en fait, qui vient depuis New York qui passe par le billet des Nations Unies, c'est les États-Unis donc qui fournissent cela. Et ben donc, c'est pas un fait nouveau, c'est quelque chose qui a toujours existé. Si peut-être renforcement il y aura, moi je ne crois vraiment pas qu'il y aura renforcement ou un changement quelconque, d'autant plus qu'il y a déjà une stratégie de la sortie, une stratégie de retrait des troupes de la MONUSCO, de la République du pays qui est en marche. Donc je vois mal comment est-ce que les États-Unis vont renforcer une mission qui déjà est en train de quitter la République démocratique par une approche progressive, c'est-à-dire d'abord diminution de troupes jusqu'à ce que euh, toutes les troupes seront parties. Donc voilà un peu ce qu'il y a à retenir par rapport à cette visite. Alors à la fin, on se posera encore la question, quelles sont les retombées? Le retombé, bon, voilà un autre point qui a été discuté, parce que j'en ai cité juste trois, un autre point qui a été discuté, c'est les vaccins. La situation des vaccinations en Afrique. Il y a eu, ils ont parlé du nombre de doses de vaccins que les États-Unis ont fourni à l'Afrique, à l'Union africaine. C'était une certaine dose et ils ont encore ajouté une autre quantité de doses. Donc c'est toujours quelque chose qui touche vraiment au continent dans son ensemble et pas forcément à la République démocratique du Congo en particulier. Donc voilà, par rapport à ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut retenir. Donc si on se demandait aujourd'hui, Jean-Pierre et tes téléspectateurs, quelles sont les retombées de cette rencontre avec les grands du monde, de ce monde, rien de particulier qui touche vraiment à la République démocratique du Congo en tant que pays unique, mais peut-être en général, hein, le continent d'une manière générale, oui. Voilà. Alors, autre chose peut-être qu'on peut ajouter, le prestige, hein. Le prestige diplomatique de ce que le drapeau de la RDC, hein, le drapeau de la RDC a flotté parmi les autres drapeaux de pays de ce monde, des pays de ce monde, des pays des grands pays du monde. Mais à part ça, voilà, voilà un peu ce qu'on peut dire. Bon, voilà, de là, le président a chuté à Glasgow, et à Glasgow, c'est au Royaume-Uni. Alors, une chose déjà qu'il faut signaler là, ça s'appelle COP26. 26, c'est le nombre, c'est-à-dire en termes de classification, de numérotation. COP, ça signifie quoi? C'est conférence ou convention des parties. Conférence des parties. Conférence des parties, 26, c'est le nombre, c'est-à-dire qu'il y a eu 21, 22, 23 chaque année. Et donc là, on est à la 26e conférence. L'année prochaine, ça sera la 27e. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire quant à ce déjà, pour d'entrée de jeu, il faut signaler que ces assises, ce sont des assises techniques, scientifico-techniques. Bien entendu, il y a déjà des travaux qui se font en amont, en coulisses, par les pays membres de la COP. Et à la fin, chaque pays va présenter sa position par rapport à tel ou tel autre sujet concernant les réchauffements climatiques. Mais depuis un certain temps, l'Afrique a décidé l'Afrique a décidé je veux dire, de présenter une position commune sur les questions d'ordre climatique qui touchent le monde. Alors les pays ne vont plus à titre individuel, mais les pays vont comme bloc, c'est-à-dire bloc continental pour dire voici, par rapport par exemple, je ne sais pas moi, aux questions d'ordre de la protection des espèces qui sont en voie de disparition, telles que les rhinocéros blancs par exemple, le pangolin, etc., voici la position de l'Afrique. Par rapport au réchauffement climatique, voici la position de l'Afrique, etc. Donc les pays vont en bloc. Alors généralement, les pays, généralement, je dis bien généralement, les exceptions n'y manquent pas, mais généralement, les pays dépêchent se font représenter par leur ministère d'environnement respectif. C'est-à-dire, en l'occurrence, dans l'espèce de cas, la République démocratique du Congo se ferait normalement
représentée par la ministre, la vice-ministre ou vice-première ministre de l'Environnement, Madame Eve Bazaïba. Bon, bien, voilà, pour une raison ou pour une autre, le président a jugé bien, a jugé bon de le faire soi-même. Hein, comme le dit le fameux adage, quand on veut que les choses soient bien faites, mieux vaut faire soi-même. Mais bon, je n'irai vraiment pas dans ce sens-là, pour une raison, j'estime, pour le besoin de la cause. Le président a voulu le faire soi-même. Alors, mais j'estime à mon sens, s'il faut peut-être demander mon point de vue par rapport à cette question d'ordre protocolaire, j'aurais vraiment souhaité aimer que ce soit notre première ministre, notre ministre de l'Environnement, Madame Eve Bazaïba, qui représente la République. Pourquoi? Cela aurait valorisé la femme africaine, cela aurait valorisé la femme congolaise, cela aurait aussi portrayé ou sortir l'image du Congo euh, qui a des institutions dans lesquelles la femme est valorisée. Ben, donc sur le plan du genre, ce serait quand même quelque chose de plus pour le Congo. Et en tant que femme, je crois qu'elle aurait peut-être aussi été entendue. Bon, bien, ça ne s'est pas passé comme ça. Et le président a présenté un discours vraiment, un discours très, très attendu et entendu, s'il faut le dire ainsi, et à l'issue duquel c'était vraiment un discours rhétorique. Et à l'issue de ce discours, il y a eu des grands applaudissements, et tout à coup, bop, nous avons vu dans les réseaux sociaux euh, un titre d'un éditorial qui dit ouvertement Tshisekedi décroche 1,5 milliard, 1,5 milliard après son discours de Glasgow. Euh, J'aurais vraiment voulu que ça se passe ainsi. Qui n'aimerait pas vraiment que nous empochions au moins 1 milliard de dollars après juste un simple discours. Et par ailleurs, le Congo a besoin d'argent en ce moment. Aussi pour protéger les forêts congolaises, c'est important. C'est important vraiment tout ça. Bon, premièrement, Tshisekedi n'a pas décroché. Il n'a pas décroché. Ce n'est pas le discours du président qui a poussé les uns et les autres à. Parce que c'est une coalition d'à peu près 110 pays qui ont décidé de contribuer à ces 1,5 milliard de dollars pour pour participer à la protection du massif forestier du Congo. Mais nous devons signaler quand même que, et puis en tête, c'est l'Angleterre ou le Royaume-Uni qui prend le lead par rapport à ça. Mais nous devons signaler quand même, il y a deux choses à signaler ici. Ce n'est pas suite au discours du président que cela se fait ainsi. Ce sont des questions, les questions climatiques, ce sont des questions qui touchent le monde entier. Ça, nous le savons. Donc, c'est dans l'intérêt de tout le monde de protéger la forêt du Congo. Et ben donc, ce qui se passe en fait dans ces genres de conférences, c'est que les pays partis, ils font ce qu'on appelle en anglais les pledges. They pledge support. C'est-à-dire, ils prennent des engagements par rapport à tel ou à tel autre sujet climatique pour dire nous allons renforcer, nous allons mettre la main par rapport à ça ou à ça. Et ce sont des décisions qui sont déjà prises en amont. Vous doutez bien que bah, vous n'allez pas voir peut-être le ministre croate de l'environnement qui vient représenter son pays à Glasgow, qui vient comme si c'était comme s'il participait à une vente des enchères, en enchères où après avoir entendu le discours vibrant de M. Tshisekedi, de notre président, et, euh, et de dire tant mieux, voilà, je crois que je suis vraiment touché par ce discours et du coup je vais contribuer avec 1 milliard de dollars. Non, non, ça se passe pas comme ça. Les pays se concertent déjà au niveau national. Quand ils viennent déjà avec leur idée de pledge, leur idée d'engagement par rapport à tel ou tel autre sujet climatique à la conférence de parties. Donc c'est vraiment ce qui s'est passé. Et un autre élément qu'il faut souligner, c'est que ce sont des promesses, des pledges. Ce sont des promesses d'engagement. Ce sont des promesses d'engagement, mais qui ne contraignent pas ce pays forcément à accomplir ou à tenir parole et à remplir leurs engagements. Et d'ailleurs, c'est arrivé plusieurs fois que certains pays
puisse prendre des engagements allant dans ce sens-là, mais à l'issue de tout ça, ils n'arrivent pas à honorer leurs promesses. Et ce genre de choses, ça fait même de fois obligé de suivi au niveau des sous-comités techniques qui font des suivis pour pousser le pays et les inciter, les exhorter à remplir ou à tenir promesse, à remplir leur engagement tel que promis. Mais ils n'ont aucune contrainte juridico-légale qui les engage à tenir parole. Ils peuvent juste dire ça comme ça, mais après, pour telle une ou une autre raison, ils ne tiennent pas parole. Donc ce n'est qu'une promesse et rien de plus. Un peu comme quand vous êtes marié, Jean-Pierre, comme quand un jeune homme promettrait à une jeune femme de l'épouser, dans le fiançailles, il n'est pas obligé, n'est pas tenu d'aller jusqu'au bout de sa promesse. C'est un peu dans ce sens-là. Juste un exemple banal. Donc voilà, alors c'est ce qui s'est passé. Et quand bien même ces pays tiendraient parole et qu'ils rempliraient leur part du marché, cet argent-là ne sera pas versé au trésor public de la République. Cet argent-là ne sera, c'est même pas un Congolais qui va gérer cet argent. Cet argent va passer par le biais des coopératives, comme on dit, des biais des coopératives occidentales qui viendront installer leurs ONG en République démocratique du Congo. Et via cette ONG, ils vont commencer à lancer des campagnes de sensibilisation, de protection de forêt, etc., etc. Donc c'est un fonds que notre gouvernement ne touchera pas en espèces comme ça. Non, non, ça ne se passe pas vraiment comme ça. Donc, et aussi, quelque part, c'est bien, c'est vrai que c'est pour la cause commune. Le climat nous concerne tous. C'est bien que la forêt ou le massif du Congo soit protégé, mais ça empiète aussi un tout petit peu sur la souveraineté nationale parce que nous n'aurons vraiment plus la latitude de disposer de nos ressources naturelles comme on le veut. En l'occurrence, nos forêts. Nous avons encore beaucoup, nous sommes encore en retard sur beaucoup de questions d'ordre technologique. Nous avons besoin du bois, nous avons besoin de telle ou telle autre chose. Et si nous avons des restrictions sur l'exploitation de notre propre pays parce que la communauté internationale en a décidé, vous prenez bien que la souveraineté nationale sera un tout petit peu empiétée, mais c'est quand même quelque chose, même dans la Constitution de la République, dans un article, ça dit que le Congo peut faire des concessions si c'est pour le bien international. Bon, je laisserai vraiment l'interprétation de cet article aux experts en la matière. Donc voilà un peu. Alors après Glasgow, le président est rentré et voilà. Bon, bien, nous avons vu que toute une institution de la République a effectué le déplacement pour aller accueillir notre président. Ce qui, à mon sens, est une réalité choquante, et pour le dire de manière plus ouverte, c'est une réalité honteuse, parce que les trois institutions de la République sont censées fonctionner de manière indépendante, hein, le Parlement, avec ses deux chambres, le pouvoir judiciaire et, le gouvernement avec l'exécutif. Je crois que trois séparation de pouvoir, comme on dit, mais quand vous voyez tout un organe, tout un pouvoir aller accueillir le président en triomphe, ça veut dire qu'il y a un tout petit peu, beaucoup plus d'influence de l'exécutif sur le législatif. Et quand les législatifs commencent à se comporter en fanatique du législatif, il n'y a plus de neutralité dans la gestion de l'État. Bon, ça, c'est qu'une question, en fait, c'est qu'une parenthèse que j'ouvre comme ça, qui pourra toutefois aussi être développée dans les émissions et dans les jours à venir. Mais voilà, bon, en fait, c'est un tout petit peu ma lecture des choses, hein. Le Parlement reste au Parlement, euh, le pouvoir judiciaire reste dans les cours et tribunaux, euh, l'exécutif reste au gouvernement. Donc voilà, c'est comme ça que les choses marchent. Et bon, nous avons notre façon à nous de faire, à l'africaine, à la congolaise, donc qui peut nous en vouloir. Donc voilà un peu ce qu'il en est.
cette tournée diplomatique de notre président. Alors la grande question, c'est à nous de se la poser, hein. Que nous ramène le président de cette tournée diplomatique? Des motos et des ambulances d'Israël, ou bien l'entretien de 30 minutes avec Joe Biden à Rome, sur les quatre questions qui touchent les quatre questions continentales, entre autres Éthiopie, conflit Éthiopie-Égypte, dose des vaccins Covid, gestion du massif du bassin du Congo, bien fait l'autre sujet là. Donc voilà la situation au Soudan. C'est cela donc qui nous ramène aussi peut-être, quoi d'autre, à Glasgow, le bon discours, accompagné des simples promesses, des promesses tout court, de promesses sans aucun engagement ou une contrainte juridico-légale. C'est-à-dire qu'ils pourront n'est pas remplir, ce ne sont que des promesses. Voilà un peu ce que je peux exposer ici en des termes plus simples, plus clairs et limpides sur les retombées diplomatiques de cette tournée de notre président. Maintenant, c'est à chacun de se faire sa propre opinion de la chose, c'est à chacun d'étudier, de voir ce qu'ils fait. Mais ça, c'est factuel. C'est un peu ce que nous exposons là par rapport au protocole diplomatique qui se passe et les réalités diplomatiques qui se passent dans ces genres de circonstances. Dans ces genres de circonstances. Alors, que faut-il d'autre, ajouter d'autre? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Le- nous allons peut-être aussi accorder au président ce qu'on appelle le bénéfice du doute, la latitude du doute. Il a dit, tout ce que je fais aujourd'hui, vous verrez les résultats de cela l'année prochaine, il a dit. Ben, donc il vivra verra, hein. Il vivra verra. On attendra pour voir ce qui va se passer. Il y a déjà eu aussi une autre mission, une autre visite, je ne sais pas moi, d'État. Oui, c'est une visite d'État à Abu Dhabi, avec une promesse de 30 blindés et de 1 milliard de dollars. Euh, on attend, hein, restons là et attendons et nous verrons. Et entre autres, il y avait encore eu une autre mission en Égypte, où, à l'issue de laquelle euh, ils avaient promis la création de la ville de Kitoko. On attend. Ça fait déjà, je ne sais pas, vous qui êtes à Kinshasa, vous qui êtes sur place au Congo, est-ce qu'il y a ne serait-ce qu'une étude de faisabilité qui a déjà été effectuée? S'il passe là, est-ce qu'il y a eu, je sais pas, il y a déjà des fondations, on est déjà en train de tracer le plan urbain de Kitoko. C'est à vous de voir, mais nous accordons la latitude du doute à notre président et espérons que l'année prochaine, nous verrons le retombé diplomatique en nature de notre président. Alors bien, Jean-Pierre, je tiens à te remercier pour ce temps que tu m'as donné de m'exprimer sur ta chaîne YouTube, de faire entendre ma voix, mon expertise, ma compréhension des faits. J'espère que ce n'est pas la dernière fois que nous avons cette collaboration, nous, et que dans les jours à venir, tu auras toujours à m'inviter et je serai toujours disponible à venir apporter quelques éclaircissements sur telle ou telle autre question d'actualité. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ta chaîne YouTube, non à la balkanisation, et que Dieu bénisse tous tes téléspectateurs. À plus et que Dieu bénisse notre pays. Bye bye.